Bonjour. Après avoir abordé Eti Illesum l'autre jour, aujourd'hui je voudrais vous parler de Jacques Lucéran que j'avais évoqué dans la même vidéo. Et donc avec ce très très beau livre Le monde commence aujourd'hui, publié pour la première fois en 1959. Et donc là on le trouve en poche chez Folio, ainsi qu'un autre livre de lui, il en a écrit plusieurs, hein, mais un autre qui est magnifique qui s'appelle Et la lumière fut. Voilà. Donc Jacques Lucéran, c'est quelqu'un qui est devenu aveugle à 8 ans, ce qui l'a pas empêché, quand il en avait moins de 20, de devenir résistant. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il vit à Paris. Il crée même carrément un groupe de résistance avec des journaux, etc. Et fatalement, comme beaucoup de groupes de résistance, il y a eu des dénonciations et donc il a été déporté. Le miracle, c'est qu'il ait survécu parce qu'on ne faisait pas de cadeaux aux handicapés. Donc il a survécu quelques années. Il est mort dans un accident de voiture, malheureusement. Quelques années plus tard, oui, il était parti enseigner aux États-Unis parce que les lois de Vichy s'appliquaient toujours en France, après la guerre. Et donc, il ne pouvait pas enseigner, etc., parce qu'il avait été résistant, etc. Belle époque. Donc, j'ai choisi un extrait où il parle longuement de celui qui, dans le camp de concentration où il était, a apporté un, un éclairage incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Roberto Benigni ou avec Roberto Benigni, La vie est belle, où là on a un père qui, pour protéger son enfant dans un camp de concentration, n'arrête pas de lui raconter des histoires comme si ce qu'il vivait était un jeu organisé. Là, c'est quelque part du même ordre, à part qu'au lieu que ce soit un jeu, on tombe sur quelqu'un qui vit dans la dimension du soi, de la conscience, de Dieu, appelez ça comme vous voulez, et qui, sans en parler, la répand autour de lui. Le premier homme sur ma route, c'est un vieillard, et vous ne pouvez vous figurer combien j'en suis heureux. Je ne sais pas s'il existe une bénédiction plus grande que la rencontre d'un vieillard véritable, c'est-à-dire joyeux. Elle nous est rarement donnée car l'âge ce n'est, hélas, pour la plupart des hommes, que l'addition sourde et dégradante des années physiques. Mais quand un vieil homme est joyeux, il est si fort qu'il n'a plus même besoin de parler. Il vient et il guérit. Celui qui emplit ma mémoire était de cette sorte. Il s'appelait Jérémie Regard. Ce n'est pas moi qui lui donne ce nom, c'était le sien. Combien de romanciers voudraient l'avoir inventé? J'ai envie de me faire très modeste, vous savez, au moment où je parle de lui, parce qu'il était très grand et le paraissait si peu. Il a fait dans mon existence un passage si court, quelques semaines, que je ne revois plus même son corps. J'aperçois vaguement un homme vigoureux, droit, trapu, oui, un assez petit homme selon les mesures physiques. Quant au visage, je ne le vois pas. Je crois que je ne me suis jamais posé de questions sur ce visage, même autrefois. J'en voyais un autre bien plus réel. Je l'ai rencontré en janvier 44, en pleine guerre, en Allemagne, en camp de concentration, à 19 ans. Il était l'un des 6000 Français arrivés à Buchenwald entre le 22 et le 26 janvier, mais il ne ressemblait à aucun autre. Ici, je dois m'arrêter un instant parce que j'ai écrit le nom de Buchenwald. Je l'écrirai souvent, mais ne vous attendez pas à un tableau des horreurs de la déportation. Ces horreurs ont été réelles, elles ne sont pas bonnes à dire. Pour avoir le droit d'en parler, il ne faudrait pas être écrivain, mais médecin, et pas seulement médecin des corps. Je me contenterai donc de l'indispensable, des éléments schématiques du spectacle.
Parfois même je parlerai de la déportation d'une manière scandaleuse pour quelques-uns. Je veux dire paradoxale. Je dirai à quoi elle fut bonne, je montrerai quelle richesse elle contenait. Si je reviens à elle souvent, c'est qu'elle est, juste à l'entrée de ma vie, un grenier comble de peines et de joies, de questions et de réponses. Jérémie non plus ne parlait pas des camps de concentration, même quand il y était. Il n'avait pas le regard cloué sur la fumée du crématoire, ni sur les 1200 bagnards terrifiés du bloc 56. Il regardait au travers. D'abord, je n'ai pas su qui il était. On me parlait de Socrate. Mes voisins, très nombreux, prononçaient ce nom parfaitement inattendu dans le fourmillement de peur et de froid où nous nous agitions. Socrate avait dit, Socrate avait ri, Socrate était là-bas, un peu plus loin, de l'autre côté, de cette foule d'hommes à la tête étroitement rasée. Je ne comprenais pas pourquoi tous ces gens appelaient l'un d'eux Socrate en particulier, mais j'avais envie de ce personnage-là. Un jour enfin, je l'ai vu. J'ai dû le voir, car pour être véridique, je n'ai aucun souvenir de la première rencontre. Je sais seulement que j'attendais un raisonneur éloquent, un métaphysicien aigu, je ne sais quel philosophe moral triomphant. Ce n'est pas du tout cela que j'ai vu. C'était un forgeron simplement, venu d'un petit village au pied du Jura et venu à Brennwald pour des raisons qui avaient si peu de rapport avec l'essentiel que je ne les ai jamais connues ni demandées. Il ne s'appelait pas Socrate, vous le savez déjà, mais Jérémie, et je ne comprenais pas comment ce nom n'avait pas suffi aux copains. Jérémie avait une histoire de forgeron dans un lieu particulier du monde, dans un village de France, et cette histoire il aimait à la raconter avec de longs sourires. Il la racontait d'une façon très ordinaire, comme tout homme de métier parle de son métier. Et c'est à peine si l'on pouvait voir çà et là se dresser une seconde forge, une forge spirituelle. Je dis bien spirituelle. Pourtant le mot est abîmé par l'usage, mais cette fois, il est juste et plein. J'entendais Jérémie parler tout à coup d'hommes qui ne venaient pas à sa boutique seulement pour leurs chevaux et leurs charrettes, mais pour eux-mêmes, pour repartir tout ferré et tout neuf, pour ramener chez eux un peu de la vie qui leur manquait et qu'ils trouvaient surabondante, étincelante et très douce à la forge du père Jérémie. En ce temps-là, j'étais étudiant. Je n'avais guère pratiqué ces sortes d'hommes. Ils n'emplissent pas les universités. Je croyais que lorsqu'un homme possède la sagesse, il le dit aussitôt, et dit comment et pourquoi et selon quelle filiation de pensée. Surtout, je croyais que pour être sage, il fallait penser, penser ferme. Je restais bouche bée devant Jérémie, parce que lui, il ne pensait pas. Il racontait des histoires, presque toujours les mêmes, il vous secouait par les épaules, il avait l'air à travers vous de s'adresser à des personnes invisibles. Il avait continuellement le nez sur quelque chose d'évident, là, sous la main. S'il parlait du contentement d'un voisin au sortir de sa boutique, c'était comme s'il eût parlé d'une verrue, d'une bosse, d'un panari qui venait d'être ôté. Il constatait les choses morales de ses yeux, comme les physiciens constatent les microbes sous leurs lunettes. Il ne faisait pas la différence. Et plus je le voyais faire ainsi, plus le poids de l'air diminuait pour moi. Ce n'était pas la curiosité qui me jetait vers lui. J'avais besoin de lui comme un homme qui meurt de soif a besoin d'eau. Comme toutes les choses importantes, celle-là était élémentaire. Je vois Jérémie marchant à travers notre baraque. Il y avait un espace qui se formait entre lui et nous, matériellement. Il s'arrêtait quelque part et tout de suite, des hommes se serraient davantage, lui donnaient une petite place au milieu d'eux.
C'était un mouvement tout instinctif et qu'on ne peut pas expliquer par le seul respect. Nous reculions plutôt comme on fait un pas en arrière pour laisser place à celui qui travaille. Songez que nous étions plus de 1000 hommes dans cette écurie de campagne. 1000 hommes, là où 400 eussent été mal à l'aise. Songez que nous avions tous peur profondément et immédiatement. Ne pensez pas à nous comme des individus, mais comme à une glu, comme à une masse protoplasmique. En fait, nous étions collés les uns contre les autres. Et vous comprendrez mieux la merveille, pour ne pas dire le miracle, de cette petite distance, de ce cercle d'espace dont Jérémie restait entouré. Oh, il n'était pas effrayant, il n'était pas austère, il n'était même pas éloquent. Mais il était là, et ça se voyait. Cela se sentait comme on sent une main se poser sur l'épaule, une main qui rappelle, qui fait se retourner quand on était en train de fuir. Chaque fois qu'il paraissait, l'air devenait respirable. J'arrête ici pour ne pas que ce soit trop long. Et sans rebondir sur ce qui vient d'être lu, je crois que c'est assez éloquent. Voilà quelqu'un qui transforme, on va dire l'enfer entre guillemets où il est, en peut-être pas en paradis, mais en endroit où il fait bon vivre, où il y a de la joie, de la tranquillité, de la beauté. Si seulement on pouvait ne jamais oublier que ces qualités de félicité, de joie, de tranquillité ne dépendent jamais, jamais, jamais des situations extérieures, quoi qu'il en paraisse. C'est toujours en nous-mêmes, parce que c'est déjà là. Si vous le voulez bien, nous pouvons passer un instant ensemble en silence, sans rien dire, sans rien faire. Juste être ouverture. Merci, à bientôt.